Vous savez, je pense honnêtement que toutes les œuvres de fiction, qu'elles soient sombres et matures ou plus légères et puériles, cherchent à passer un message. Que ce soit de manière subtile ou explicite, l'objectif est de sensibiliser le public à une cause, parfois universelle, parfois plus intime. Parce que naturellement, l'art a pour but premier de nous divertir, ça c'est une évidence. En revanche, un récit qui ne met en valeur aucune réflexion, aucune prise de conscience, n'a selon moi pas beaucoup de raison d'être. Si je devais vous donner quelques exemples d'œuvres qui, de par leur simplicité, arrivent à nous faire réfléchir et à nous marquer, One Piece nous montre que la politique doit servir les gens et non les contrôler, en valorisant les libertés individuelles. Dragon Ball nous enseigne à écouter nos parents, sous peine de voir son père se faire exploser par un insecte robot obèse. Même Oggy et les cafards, dans une mesure extrêmement moindre, nous transmet une forme de persévérance face aux galères du quotidien. Mais parmi les meilleurs dans ce domaine, les studios Disney Pixar restent inégalés, et nous font grandir grâce à leurs récits riches en émotions et en leçons de vie. Et l'un des plus grands exemples nous montrant que l'art peut nous apprendre à grandir, et auquel les studios Disney Pixar ont contribué, c'est bien Kingdom Hearts. Car ce RPG nous montre que grandir, ce n'est pas qu'une simple question de temps, mais un véritable cheminement intérieur. À travers les voyages de Sora, Riku et Kairi, il illustre que ce processus n'est pas littéraire. Il est fait de doutes, de pertes, mais aussi de rencontres et de découvertes qui façonnent notre identité. Il nous forge à chaque épreuve, nous enseignant que le passage à l'âge adulte, bien que difficile, est essentiel pour se comprendre soi-même et appréhender le monde. Et c'est là que Kingdom Hearts répond à cette question universelle. Comment grandir face à l'incertitude et aux défis de la vie? Notre histoire se déroule dans une île lointaine du nom de Destiny Island, l'île du destin. Une île servant davantage de didacticiel, un espace où le joueur apprend à se déplacer, à combattre et à interagir avec l'univers du jeu. Un didacticiel extrêmement naze, hein, mention spéciale à la mission du début où fallait ramasser les objets pour construire le radeau, c'était ultra long, vraiment j'en pouvais plus. Pourtant, ce lieu est bien plus qu'un simple tutoriel. Il est une allégorie de l'enfance, un cocon insulaire protégé du reste du monde. Sora, Riku et Kairi, trois amis d'enfance et aussi un petit peu triangle amoureux, y passent leur journée à jouer, à s'entraîner et à rêver d'ailleurs. Mais dès les premières heures de jeu, on comprend que ce n'est pas un endroit où ils sont destinés à rester. Le nom de l'île lui-même, Destiny Island, sous-entend que le futur ne s'y trouve pas. Il suggère de manière assez implicite que ce n'est qu'un point de départ, un lieu transitoire avant d'embrasser son véritable destin ailleurs. Et donc que les héros ne resteront pas des enfants éternellement. On le comprend aisément lorsqu'on y découvre le personnage de Riku, qui est sans doute le plus mature du trio. Bon déjà, petit élément notable sur ce personnage, mais que ce soit en VO ou en VF, c'est le perso qui a la voix la plus grave. Il a déjà mué et est prêt à grandir. Mais surtout, contrairement à Sora et Kairi qui eux profitent encore pleinement de leur insouciance, lui se sent à l'étroit sur les îles du destin. Il en a assez de cette vie trop simple où chaque journée se ressemble. Cette frustration le pousse à vouloir partir à tout prix en utilisant leur radeau comme je l'ai vite fait énumérer, quitte à prendre des risques considérables. Là où Sora voit l'aventure comme un jeu excitant, Riku la considère comme une nécessité. Un passage obligé pour s'émanciper et devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus adulte mais aussi de plus fort. Cependant, à vouloir grandir trop vite, il se retrouve aspiré dans l'obscurité et brûle les étapes. Mais ça, on va y revenir dans 2 petites minutes. Pour l'instant, on reste sur Destiny Island. On constate que cette île nous fait un peu penser au pays imaginaire dans Peter Pan, aussi appelé Neverland. Et non, pas ce Neverland là, hein, surtout pas, j'ai pas envie de tomber, lâchez ça. Dans les divers bouquins de James Matthew Barry, le pays imaginaire, c'est un lieu qui est figé dans le temps. Un refuge où les enfants ne grandissent jamais. Peter Pan, lui, incarne l'idée d'une jeunesse éternelle. Mais le récit montre aussi que cette stase, cette pause énorme dans le temps, n'est pas viable pour tout le monde. Wendy, par exemple, comprend qu'elle ne peut pas rester indéfiniment dans cet univers d'aventure et de jeu sans responsabilité, ce qui fait qu'elle finit par rentrer chez elle, acceptant de grandir et d'avancer dans la vie. Dans Kingdom Hearts, on retrouve un peu le même concept, il n'y a presque que des enfants sur l'île. Pour preuve, la seule et unique fois où l'on entend la mère de Sora, c'est lorsqu'elle l'appelle pour dîner, et après ça, plus rien. Elle n'a plus la moindre importance. Juste après cette scène, on découvre que l'île de nos héros est brutalement envahie par les Sans-Cœurs, des créatures formées à partir des ténèbres qui résident dans le cœur des êtres vivants. Ils n'ont ni conscience ni véritable volonté propre, ils sont seulement attirés par la lumière des cœurs et cherchent à les dévorer. L'atmosphère change radicalement, ce lieu paisible devient un véritable cauchemar, le ciel se déchire dans une tempête, la mer disparaît dans un gouffre obscur et les créatures surgissent de l'ombre pour tout engloutir. Sora, alors complètement impuissant, cherche désespérément ses amis. Mais Riku semble déjà avoir fait son choix, tendant la main vers les ténèbres au lieu de fuir. On peut aisément comprendre que les ténèbres symbolisent pour Riku un raccourci brutal vers l'âge adulte. Plutôt que d'attendre, d'évoluer naturellement ou de faire face à ses propres peurs, il choisit d'embrasser cette force inconnue sans hésitation. Là où Sora résiste, encore attaché à leur monde d'origine, à leur enfance, Riku, lui, y voit une opportunité. Au lieu d'emprunter le radeau construit de leurs mains, il préfère utiliser cette porte vers l'inconnu.
peu importe les risques. C'est comme s'il voulait speedrun son passage vers l'âge adulte, persuadé que fuir son île et tout abandonner était la seule façon de grandir. Les héros sont par la suite expulsés dans divers mondes, séparant ainsi le trio d'enfance qu'ils étaient. On constate que ce prologue peut un peu nous faire penser au concept du Bildungsroman, ou roman d'apprentissage en français. C'est une structure narrative que l'on connaît tous. Un jeune héros, souvent insouciant au départ, est confronté à des épreuves qui vont le forcer à grandir, à évoluer et à se forger une identité. Ce genre littéraire explore la transition de l'enfance vers l'âge adulte, et c'est exactement ce que vit Sora à travers son périple. Disney a d'ailleurs souvent repris ce schéma dans ses films. Simba dans Le Roi Lion, Mulan, Pinocchio, ou même Hercule suivent un chemin similaire. Mais après, dans le cas de Kingdom Hearts, on peut surtout penser que l'histoire soit davantage inspirée du manga shonen. C'est très clairement du neketsu le fait que sous couvert de combattre les ténèbres, les héros sont en réalité en train de se chercher, de savoir qui ils veulent devenir. Ce lien avec le manga shonen est d'autant plus évident quand on regarde les chara-design des personnages du jeu, et même de Squaresoft en général d'ailleurs. Qui plus est, seulement un an après la sortie de l'opus en mars 2002, le studio fusionnera avec Enix, les développeurs des Dragon Quest, dont le chara-designer n'est autre qu'Akira Toriyama. Et oui, votre humble serviteur Brookma sait aisément faire des parallèles avec les divers sujets de sa chaîne, me remerciez pas pour ça, c'est gratuit. Après tout ce bazar dans l'île du destin, les héros sont tous catapultés dans divers mondes, représentant chacun un film Disney. Et justement, les films Disney, ils se trouvent où dans toute cette histoire? Parce que là, j'en suis à 30 lignes de texte et j'en ai à peine parlé. Si les univers de Disney sont aussi présents dans le monde de Kingdom Hearts, c'est pas juste pour le fun. Bon, originellement, oui, on raconte que le jeu serait né d'un simple trajet d'ascenseur dans les locaux de Squaresoft, à l'époque où ils partageaient le même immeuble que Disney Japon. Shinji Hashimoto de Square serait tombé sur un des cadres de Disney, et de là serait née l'idée un peu folle de mélanger Final Fantasy avec les classiques de Disney. Mais en réalité, chaque monde représente une étape du voyage initiatique de Sora, servant de reflet à son propre parcours vers la maturité et l'acceptation des responsabilités qui viennent avec l'âge. L'un des premiers mondes marquants que Sora explore est le Colisée de l'Olympe. À première vue, il pourrait sembler être un simple terrain d'entraînement pour affronter des vagues d'ennemis et des tournois. Mais son rôle est bien plus profond que cela. Hercule, le héros emblématique de ce monde, n'est pas encore l'homme accompli et adulé qu'il deviendra plus tard. Il doute de sa propre valeur et cherche à prouver sa force pour s'affirmer. Ce dilemme fait directement écho à ce que vit Sora au même moment dans son aventure. Lui aussi cherche à comprendre ce que signifie être un héros. Dans Kingdom Hearts 1, il se jette dans des combats sans vraiment comprendre les responsabilités qui accompagnent la force. Il pense que sauver ses amis et vaincre les sans-cœur suffira à le définir comme un véritable héros. Pourtant, tout comme Hercule, il va devoir apprendre à dépasser cette vision simpliste. Dans Kingdom Hearts 2, l'arc d'Hercule prend une toute autre dimension. Il est déjà un héros confirmé, mais il se retrouve confronté à l'épuisement, au doute et à la nécessité de se sacrifier pour protéger les autres. Ce parallèle avec Sora devient encore plus pertinent. Après avoir mûri, il réalise qu'être un héros ne se résume pas juste à se battre, mais implique aussi de prendre des décisions difficiles, d'apprendre les pertes et de continuer à avancer même lorsque le poids des épreuves devient insupportable. On pourrait aussi parler du château de la Bête dans Kingdom Hearts 2, qui est un autre exemple frappant de la complexité de cette transition vers l'âge adulte. La Bête, un personnage tourmenté, consumé par sa propre douleur et son isolement, se renferme sur elle-même, incapable d'exprimer ses émotions autrement que par la colère. Ce comportement reflète un peu la trajectoire de Riku, qui après les événements du premier jeu refuse de se montrer sous sa véritable apparence, rongé par la honte de ses choix. Comme la Bête, il apprend que s'accepter soi-même est un combat plus difficile que n'importe quel duel physique. Mais au-delà des mondes eux-mêmes, c'est aussi le contraste entre les univers Disney et les éléments plus sombres du jeu qui illustrent la complexité de l'adolescence. On pourrait croire que Kingdom Hearts oppose des mondes joyeux et insouciants, ceux de Disney, à des mondes plus matures et dramatiques tels que l'Organisation 13, et ça serait pas spécialement faux d'ailleurs. Pourtant, cette séparation est assez trompeuse. Disney ne se résume pas à des contes naïfs. Chaque film représenté dans Kingdom Hearts porte en lui des thématiques profondes sur la perte et l'acceptation de soi. Le fait que Sora voyage entre ces mondes lui permet d'expérimenter différentes facettes du passage vers l'âge adulte. Dans cet apprentissage, Riku joue le rôle inversé, le miroir de Sora. Là où Sora incarne une croissance progressive, guidée par l'espoir et l'amitié, Riku représente l'adolescent qui veut brûler les étapes, et se jette vers l'inconnu sans y être préparé. Cette opposition est particulièrement marquante dans le premier opus, où Riku est manipulé par les personnages de Maléfique et d'Ansem, le grand méchant du premier jeu. Même si bon, techniquement, c'est pas vraiment lui, mais on va faire au plus simple. Il croit qu'être fort et indépendant signifie rejeter ses attaches et se forger un chemin en solitaire. Pourtant, cette quête de puissance le conduit à la solitude et à la souffrance. Il se rend compte trop tard qu'en voulant grandir trop vite, il a perdu ce qui comptait vraiment pour lui. Dans Kingdom Hearts 2, cette idée est encore plus marquée avec le Riku masqué. Après avoir sombré dans l'obscurité, il refuse de se montrer à ses amis, convaincu qu'il ne mérite pas leur confiance. On peut considérer que ce sentiment est une métaphore puissante de la honte que l'on peut ressentir en grandissant, lorsqu'on a l'impression d'avoir fait des erreurs irréparables et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est qu'à la toute fin du jeu, lorsqu'il accepte l'aide de Sora, qu'il parvient à briser ce cycle d'isolement et à se réconcilier avec lui-même. En fin de compte, les mondes Disney ne sont pas juste des détours colorés dans Kingdom Hearts. Ils servent à illustrer chaque étape de la croissance de Sora, Riku et les autres personnages. Chaque monde propose une leçon différente sur ce que signifie grandir. Apprendre à se battre pour ce en quoi on croit, accepter la perte et le changement, comprendre que la force ne suffit pas toujours et réaliser que l'on ne peut pas affronter tout seul.
Kingdom Hearts est une saga qui traite du passage à l'âge adulte sous différentes formes, et l'un des thèmes les plus marquants est celui de l'oubli et de la peur de disparaître. Ce thème est incarné par des personnages comme Roxas ou encore Xion, et ne sortez pas ce mot de son contexte pour l'amour du ciel s'il vous plaît, qui luttent tous deux contre leur propre effacement. À travers leur histoire tragique, la série explore les angoisses existentielles liées à l'identité, aux souvenirs et à la place que l'on occupe dans le monde. Roxas est un personnage qui naît d'une anomalie. En tant que simili de Sora, il n'aurait jamais dû exister. Et pourtant, il développe une conscience propre, des émotions et des relations qui lui sont chères. Son introduction dans Kingdom Hearts 2 est marquée par une quête identitaire douloureuse. Il comprend progressivement qu'il n'est qu'un fragment de Sora, un morceau destiné à disparaître pour redevenir un seul et même entier. Les journées de Sora dans KH2 illustrent également la fragilité du souvenir. Pendant l'intro du jeu, il vit une vie paisible à Twilight Town avec ses amis Einer, Pence et Olette. Cependant, il est révélé que ce quotidien est une illusion, orchestrée par Diz qui tente de contenir Roxas dans un monde artificiel en attendant qu'il fusionne avec Sora. Chaque jour qui passe, Roxas sent que quelque chose ne va pas, que son monde s'effrite et que ses souvenirs lui échappent. Quand il apprend la vérité, il est dévasté. Tout ce qu'il a vécu, tous ses moments heureux avec ses amis, tout ça va s'effondrer. Sa dernière semaine à Twilight Town devient une longue agonie où il prend peu à peu conscience de sa disparition imminente. Mais Roxas n'est pas le seul à incarner cette peur de disparaître. Xion dans Kingdom Hearts 358 jours et demi va encore plus loin dans cette thématique. Créée artificiellement par l'organisation 13, elle n'a pas d'identité propre. Elle est une marionnette, une copie de Sora destinée à le remplacer si Roxas venait à faillir. Néanmoins, à mesure qu'elle développe une conscience, elle devient un véritable individu, avec ses propres émotions et liens d'amitié. Son drame est encore plus cruel que celui de Roxas, car non seulement elle doit disparaître, mais elle est littéralement oubliée de tous. Au début du jeu, elle est considérée comme une membre à part entière de l'organisation, formant un trio inséparable avec Roxas et Axel. Mais plus elle devient consciente de son existence artificielle, plus elle se rend compte que cette vie est un mensonge. Son corps s'efface peu à peu, son visage change en fonction de ceux qui la regardent, et à la fin, plus personne ne se souvient d'elle. À l'exception de Roxas et Axel, qui luttent contre cet oubli inévitable. Axel, quant à lui, incarne un autre aspect de la peur de l'oubli. Contrairement à Roxas et Xion, il a une existence plus tangible, mais il se bat désespérément pour maintenir ses liens avec ses amis. Sa fameuse phrase « Got it memorized » prend une signification beaucoup plus tragique quand on le met en perspective avec le destin de ses proches. Il est le seul à vouloir s'accrocher aux souvenirs de ceux qu'il a perdus. J'avoue, celle-là, elle a un peu tiré par les cheveux pour le coup. Il refuse d'accepter que Xion a disparu, et même dans Kingdom Hearts 2, il se bat pour retrouver Roxas. Non pas par devoir, mais parce qu'il ne supporte pas l'idée de perdre ce qui compte pour lui. Ce besoin obsessionnel de se raccrocher aux souvenirs, quitte à oublier complètement l'avenir, illustre une autre facette de ce passage à l'âge adulte. L'incapacité à accepter le changement et la perte. Hormis ce trio central, je pense qu'on pourrait aussi parler de Kairi au début de Kingdom Hearts 2, qui a complètement oublié l'existence de Sora. Pourtant, c'est l'un des premiers personnages à ressentir son absence, même si elle ne sait pas pourquoi. Dans une scène marquante, elle discute avec Selphie près de la plage et exprime une sensation étrange. Quelqu'un lui manque, mais elle est incapable de dire qui. Avec le temps, elle a grandi, changé, et son esprit a effacé certains souvenirs. Comme si laisser Sora derrière elle faisait partie de ce processus. Pourtant, son attachement reste intact. Poussée par un instinct qu'elle ne comprend pas totalement, elle envoie une bouteille à la mer, destinée à cette personne oubliée. Ce geste anodin se révélera pourtant crucial, car c'est cette lettre qui guidera Sora pour retrouver son chemin après sa confrontation avec Xemnas, le grand méchant du deuxième jeu. Kairi et Roxas partagent ainsi un même destin. Tous deux ressentent un vide sans en connaître la cause, illustrant la force des liens qui dépassent la simple mémoire. Peut-être que grandir, c'est parfois oublier, mais sans jamais vraiment perdre ce qui nous définit. La peur de disparaître et d'être oublié dans Kingdom Hearts est donc une représentation de cette période de la vie, où l'on se questionne sur sa propre existence. Roxas et Xion sont également des figures poignantes de cette angoisse. L'un cherche à prouver qu'il existe, l'autre sait qu'elle va s'effacer, et les deux affrontent cette réalité avec une tristesse infinie. En grandissant, on laisse forcément des choses derrière soi. Des souvenirs, des amis, des périodes de notre vie que l'on ne pourra plus jamais retrouver. Kingdom Hearts, à travers ses personnages, nous confronte à cette dure réalité. Grandir, c'est accepter que certaines choses disparaissent, mais aussi comprendre que ces souvenirs, même s'ils s'effacent avec le temps, ont compté. L'adolescence est une période de transition marquée par la solitude et la quête d'identité. On se détache de l'enfance, on perd ses repères, des amitiés, mais aussi une certaine part de son innocence. Et Kingdom Hearts, sous ses apparences de conte initiatique, explore cette réalité en profondeur. La solitude n'y est pas un simple obstacle, mais un passage essentiel vers l'âge adulte. Sora, Riku, mais encore Axel incarnent chacun une facette de cette évolution. Rappelant que grandir, c'est aussi apprendre à être seul et à se comprendre avec soi-même. Sora, notre personnage principal, est souvent perçu comme quelqu'un de solaire et optimiste, celui qui unit les cœurs et ne cesse d'avancer en s'appuyant sur ses amis. Pourtant, Kingdom Hearts Chain of Memories, sorti sur Game Boy Advance, que à titre personnel j'ai fait sur PS3 parce que la version GBA est éclatée au sol, offre une toute autre facette de lui. Propulsé dans le manoir Oblivion, il se retrouve dans un espace où ses souvenirs s'effacent progressivement au fur et à mesure qu'il avance. Ce château labyrinthique, à la fois mystérieux et oppressant, fonctionne comme une métaphore parfaite du brouillard de l'adolescence. À cet âge, on se met à douter de tout, y compris de ce que l'on pensait sûr et certain. L'image que l'on a de soi-même se trouble, on se détache de certains souvenirs d'enfance, parfois volontairement, parfois inconsciemment.
Sora est prêt à sacrifier son passé pour retrouver Naminé, croyant que son lien avec elle est essentiel, alors qu'en réalité il est manipulé. Cet aspect est fondamental car il illustre la tendance des adolescents à s'accrocher à une illusion, à un idéal, quitte à se perdre eux-mêmes. Ce phénomène est vraiment réaliste. Combien de jeunes, et je dis jeunes mais j'ai 19 ans, donc je suis aussi concerné, se raccrochent à un amour idéalisé, à une amitié qu'ils pensent essentielle, quitte à renier une partie d'eux-mêmes. En avançant dans Castle Oblivion, Sora ne se rend pas compte qu'il se détache de ce qu'il est réellement. Mais c'est justement bien là le piège de l'adolescence. On croit faire les bons choix alors qu'on est en réalité en train de s'éloigner de soi. Et ce n'est qu'après un douloureux retour à la réalité qu'on réalise à quel point on a pu être aveugle. Lorsque l'Organisation 13 manipule ses souvenirs, on peut voir cela comme une métaphore de la manière dont nos souvenirs évoluent en grandissant. L'enfance paraît toujours plus douce et plus simple que ce qu'elle était réellement. Et parfois, on préfère s'accrocher à cette version idéalisée plutôt que d'accepter la vérité. Sora, en fin de compte, doit accepter de perdre ses souvenirs altérés pour retrouver sa véritable identité. C'est alors là une véritable clé vers sa maturité. Si Sora représente celui qui se perd dans ses souvenirs, alors Riku incarne l'autre facette de la crise identitaire. Le combat contre son propre reflet. Là où Sora cherche à préserver un lien factice, Riku, lui, lutte contre une part de lui-même qu'il refuse d'accepter. Il oscille entre ce qu'il veut être et ce qu'il craint devenir, entre son lui et son lui obscur. Contrairement à Sora qui subit une perte de mémoire forcée, Riku se souvient de tout, et c'est précisément ce qui le hante. Il incarne ces adolescents qui portent un poids trop lourd, hantés par leurs erreurs et la peur de ne jamais être à la hauteur. Faut-il embrasser l'obscurité pour survivre ou lutter au risque de se briser? Son parcours montre que grandir ce n'est pas fuir son passé, mais apprendre à vivre avec. En définitive, Kingdom Hearts dépeint la solitude et la quête d'identité comme des étapes incontournables du passage vers l'âge adulte. Sora illustre la confusion et la perte de repères, et Riku la lutte contre soi-même et le poids du passé. Chacun de ces deux personnages traverse des doutes qui leur sont propres, mais tous nous rappellent une chose essentielle. Ce n'est qu'en affrontant cette solitude qu'on finit par se retrouver soi-même. Le passage à l'âge adulte est aussi semé de doutes et de remises en question. Mais Kingdom Hearts nous montre que grandir ne signifie pas que être seul. Plutôt que de glorifier l'indépendance absolue, la saga met en avant l'importance des figures adultes dans la construction de soi. Qu'ils soient mentors bienveillants ou guides plus ambigus, ces personnages influencent le parcours des héros, pour le meilleur comme pour le pire. Entre l'enseignement bienveillant du roi Mickey, la rigueur de Yensid, d'ailleurs Yensid si vous le mettez à l'envers ça fait Disney, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre cette vanne, la radicalité de Maître Heracus, chaque protagoniste est confronté à des modèles qui influencent sa propre évolution. Ces relations complexes rappellent que devenir adulte c'est non seulement apprendre de ses aînés, mais aussi savoir se détacher d'eux pour forger sa propre identité. Le roi Mickey incarne l'archétype du guide bienveillant. Contrairement aux figures parentales traditionnelles, il n'est pas omniprésent et ne prend jamais la place des héros. Il n'impose pas de règles strictes mais offre une présence rassurante et des conseils avisés, laissant toujours une marge de liberté aux protagonistes. C'est en particulier auprès de Riku que son rôle de mentor est encore plus frappant. Riku, qui lutte constamment contre son côté obscur, trouve en Mickey un repère moral, une lumière dans ses moments de doute. Cette relation est cruciale car elle illustre un aspect fondamental de la transition vers l'âge adulte. Nous avons tous besoin d'un guide, mais ce guide ne doit pas nous priver de notre propre autonomie. Dans Kingdom Hearts 2, Mickey est un soutien discret mais essentiel. Il n'intervient pas pour dicter la conduite de Sora ou Riku, mais pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Alors certes, c'est une nuance mais elle est importante. Le roi Mickey ne représente pas une autorité rigide. Cette approche est renforcée dans Kingdom Hearts 3, où il encourage Riku à assumer pleinement son rôle de porteur de la Keyblade, sans jamais lui dicter quoi faire. Cette manière de guider, subtile et bienveillante, est le modèle d'un mentor idéal. Un adulte qui ne cherche pas à façonner les plus jeunes à son image, mais les aide à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Yensid, quant à lui, incarne une vision plus traditionnelle de la transmission du savoir. En tant qu'ancien maître de la Keyblade, il représente l'autorité et la discipline. Son rôle est particulièrement mis en avant dans KH3 où il prépare Sora, Riku et les autres porteurs à affronter Xehanort. Contrairement au roi Mickey, Yensid adopte une posture plus professionnelle, et même parfois sévère, mais toujours guidé par la volonté de protéger l'équilibre du monde. C'est un personnage qui symbolise la figure adulte qui impose un cadre strict, et qui peut même être perçu comme quelqu'un de toxique par les plus jeunes, mais dont le côté sévère a un véritable objectif. Préparer la nouvelle génération à faire face aux défis qui les attendent. Yensid incarne l'adulte qui veille à ce que les jeunes ne se laissent pas emporter par leurs propres idéaux destructeurs. Cependant, son autorité a des limites. Il est conscient que malgré toute son expérience, il n'arrive pas à tout contrôler quoi. C'est pourquoi il laisse à ses élèves une part de liberté, leur permettant de tracer leur propre voie tout en leur fournissant des outils nécessaires pour ne pas se perdre. Si Mickey et Yensid représentent des mentors positifs, la saga Kingdom Hearts nous montre également que les figures adultes ne sont pas toujours des guides éclairés. Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est le contraste entre Maître Heracus et Xehanort, qui illustre deux visions extrêmes de la transmission et de la manière dont les adultes façonnent l'avenir. Maître Heracus est un personnage qui je trouve est vraiment cool, car bien qu'il soit du côté du bien, il est tout de même assez sévère et plutôt manichéen. Pour lui, il n'y a pas de compromis, tout ce qui n'est pas lumière est nécessairement obscurité, et l'obscurité doit être éradiquée. Cette manière de voir le monde est typique de certains adultes qui refusent d'accepter la complexité et les nuances de la vie. Heracus ne cherche pas à comprendre la nature profonde de ses élèves, il leur impose une vision absolue du bien et du mal, ce qui finit par les briser. Son attitude envers Terra confirme tout ce que je viens de vous dire.
Il refuse de voir en lui autre chose qu'un potentiel danger, ce qui pousse paradoxalement Terra à sombrer encore plus dans l'obscurité. En gros, Heracus, c'est un peu le sage qui est impossible à raisonner quoi. Ça fait que son intransigeance n'a fait que précipiter ce qu'il cherchait à éviter. A l'opposé, Xehanort représente l'autre extrême. Là où Heracus refuse tout changement, Xehanort veut tout détruire pour reconstruire un monde à son image. C'est un peu Madara en fait si vous voulez. Son obsession pour la refonte du monde à travers Kingdom Hearts révèle un aspect assez sombre de la relation entre un mentor et son élève. Celle où le maître ne cherche pas vraiment un successeur mais plus un outil pour accomplir sa propre vision. En fait si vous voulez ça me fait un peu penser à certains parents qui veulent tellement le bien pour leurs enfants qu'ils finissent par décider tout pour eux-mêmes. Sauf qu'en tant qu'être à part entière de nos parents, on a aussi des ambitions quoi. Et donc voilà quoi, la fonction de Xehanort en tant que maître, ça me fait un peu penser à certains parents qui veulent vivre à travers leurs enfants ce qu'ils n'ont pas pu vivre justement. Le personnage de Terra illustre parfaitement ce que je viens de vous expliquer. En cherchant désespérément à prouver sa propre valeur, il devient une proie facile pour Xehanort, qui arrive à exploiter tous ses doutes. Ce schéma est tristement réaliste. Combien de jeunes se retrouvent piégés par des figures d'autorité, des figures parentales plutôt si je puis dire, qui abusent de leur pouvoir pour les manipuler. Xehanort est l'adulte qui ne veut pas passer le flambeau. Mais il façonne un héritier qui perpétuera son propre combat. Le personnage de Terra est quant à lui le symbole de la jeunesse qui cherche à bien faire, mais qui se perd car il n'a pas de véritable guide qui lui corresponde. Son parcours c'est un peu une sorte d'avertissement. Suivre aveuglément une figure adulte, qu'elle soit trop rigide ou trop manipulatrice, peut nous éloigner de nous-mêmes. C'est pourquoi la conclusion de son arc narratif à la fin de Kingdom Hearts 3 est si importante. Terra ne triomphe pas en adoptant les principes d'Heracus ou en se soumettant à Xehanort, mais en trouvant sa propre voie, son propre chemin, celui qu'il veut réellement être. L'un des aspects les plus marquants du passage à l'âge adulte est l'apprentissage de ce qui compte vraiment dans nos vies. En grandissant, on réalise que toutes les relations ne se valent pas, que certaines sont éphémères, que d'autres évoluent avec le temps, et que certaines sont si profondément ancrées en nous qu'elles façonnent notre identité. Kingdom Hearts explore plutôt bien cette thématique, en mettant en lumière des liens aussi variés que l'amour idéalisé de Sora et Kairi, l'amitié fraternelle de Roxas, Axel et Xion, et même la quête d'appartenance des membres de l'Organisation 13. À travers ces relations, la saga nous confronte à des vérités universelles sur l'attachement, la perte et la nécessité d'accepter que certaines choses, aussi belles soient-elles, ne sont pas destinées à durer éternellement. Car oui, grandir c'est aussi comprendre que l'amour et l'amitié ne sont pas immuables. Mais c'est aussi apprendre à distinguer les liens authentiques de ceux qui ne sont que des illusions. L'une des relations les plus emblématiques de Kingdom Hearts est sans doute celle entre Sora et Kairi, qui incarne une vision de l'amour idéalisée et presque intemporelle. Pourtant cette relation est presque figée dans le temps, car contrairement aux autres dynamiques de la saga qui évoluent au fil des jeux, celle de Sora et Kairi reste empreinte d'une certaine naïveté je dirais. Comme si elle n'avait jamais réellement quitté le stade d'amour adolescent. Kairi est souvent perçue comme une figure lointaine, un idéal, plus qu'une véritable partenaire de vie. Et ça se ressent dans la manière dont Sora interagit avec elle. Dans Kingdom Hearts 3, cette idéalisation atteint son paroxysme lorsque Sora est prêt à se sacrifier pour retrouver Kairi après sa disparition. Cet acte d'amour ultime illustre une facette fondamentale des relations adolescentes. L'intensité des sentiments pousse parfois à tout donner quitte à s'oublier soi-même. Souvent à cet âge, il est courant de croire qu'une personne peut définir notre bonheur, que tout repose sur un amour unique et absolu. Pourtant cette vision peut aussi être dangereuse, car elle empêche de voir au-delà de l'idéal que l'on s'est construit. Avec ce que je viens de vous dire, on comprend que la relation entre Sora et Kairi est à la fois touchante mais aussi révélatrice. Elle montre que l'amour peut être un moteur puissant mais aussi qu'il peut nous aveugler lorsque nous refusons d'accepter qu'il doit évoluer avec le temps. L'Organisation 13 démontre aussi une vision assez triste des relations humaines. Car contrairement à Sora qui construit son identité à travers des relations profondes et réelles, Roxas, Axel et Xion, je me permets de revenir sur eux encore une fois parce que leur exemple est vraiment intéressant, trouvent qu'ils sont normaux en fait, malgré leur nature de simili. Ils partagent des moments simples, observer des couchers de soleil, manger des glaces à l'eau de mer, ça doit vraiment être dégueulasse ce truc, qui leur donne un semblant de foyer. Pourtant cette amitié repose sur un mensonge, aucun d'entre eux n'est censé exister, et Xion en particulier qui est une anomalie vouée à disparaître, de même que Roxas qui lui n'est qu'un fragment destiné à rejoindre Sora. Leur séparation est l'un des moments les plus déchirants de la saga. Xion s'efface, Roxas est absorbé par Sora, et Axel se retrouve seul, condamné à se raccrocher au souvenir d'un passé qui n'existe plus. Cette douleur est universelle car l'adolescence est une période où l'on forge des amitiés intenses, parfois même fusionnelles, mais où l'on apprend aussi que certaines ne sont pas éternelles. Kingdom Hearts nous offre ainsi une version nuancée des relations humaines. Car là où Sora et Kairi incarnent un amour éternel, Roxas, Axel et Xion nous rappellent que certaines amitiés, aussi sincères soient-elles, ne peuvent durer éternellement. Cependant, l'impact de tous ces moments et de toutes ces relations demeure. Sora porte en lui la mémoire de Roxas et Xion, non comme de simples souvenirs mais comme des fragments qui ont façonné son être. Grandir, c'est aussi accepter que certaines personnes entrent dans nos vies pour un temps limité, mais que leur influence ne disparaît jamais réellement. On comprend donc ici que Kingdom Hearts nous enseigne que les liens que nous tissons continuent d'exister en nous, même lorsque ceux qui les ont créés ne sont plus là, qu'ils soient décédés ou qu'ils ne fassent plus partie de nos vies tout simplement. Enfin, le passage à l'âge adulte est souvent perçu comme un mouvement vers l'avenir, mais il implique aussi une confrontation avec le passé. Accepter ses erreurs, ses regrets et ses pertes est une étape essentielle pour avancer. La saga Kingdom Hearts explore cette idée avec intensité.
notamment à travers les personnages de Aqua et Sora, dont les parcours illustrent la difficulté de lâcher prise et d'accepter que certaines choses ne peuvent être changées. En gros, le background de ces deux personnages nous fait comprendre qu'il y a des choses qu'on pourra pas changer quoi, et que ça sert à rien de remuer le passé, qu'il ne faut pas être trop nostalgique en somme. Je vous propose qu'on parle tout d'abord du personnage d'Aqua, qui a la backstory la plus poignante de toute la saga selon moi. Dans l'opus Birth by Sleep, elle joue le rôle de la protectrice, un peu comme une grande sœur veillant sur Terra et Ventus. Mais malgré tous ses efforts, elle se retrouve piégée dans le royaume des ténèbres, un lieu qui incarne l'isolement, la peur et les poids du passé. Et tout ce que je suis en train de vous raconter est particulièrement mis en avant dans Kingdom Hearts 0.2. Un jeu assez court et pas dingue franchement. Cet opus met en lumière son combat intérieur, elle doute d'elle-même, se demande si elle n'a pas toujours été seule et si ses souvenirs ne sont pas de simples illusions. Alors moi quand j'ai fait le jeu, je me disais que le royaume des ténèbres ça pouvait un peu signifier la dépression. Comme si Aqua était enfermée dans ses propres pensées, incapable de se projeter vers l'avenir. Je sais que là aussi c'est un peu tiré par les cheveux, mais essayez de vous mettre dans la théorie. Son arc trouve sa résolution dans KH3 lorsqu'elle retrouve enfin Terra et Ventus. Ce moment, qui est assez émouvant pour le coup, symbolise sa renaissance. Après des années de souffrance, elle comprend que même si elle ne peut pas effacer le passé, elle peut encore choisir d'aller de l'avant. Et pour moi ce message est très fort car il résonne au-delà du jeu. Combien de personnes restent prisonnières de leurs regrets, incapables de se pardonner ou d'accepter qu'elles ne peuvent pas changer. Aqua nous montre qu'aussi long et douloureux soit le chemin, il est toujours possible de se relever. Le héros, Sora, incarne aussi cette thématique d'une autre manière. Depuis le premier jeu, il est le symbole de l'espoir, du courage et de l'amitié indéfectible. Il a toujours trouvé un moyen de triompher, de ramener ce qu'il aime et de surmonter chaque obstacle. Mais dans Kingdom Hearts 3, cette vision très niaise, très shonen est mise à l'épreuve. Après la disparition de Kairi, il refuse d'accepter cette perte. À ses yeux, il doit forcément y avoir une solution, un moyen de la sauver, quitte à ignorer les avertissements des autres. Il utilise alors le pouvoir de l'éveil pour ramener Kairi, mais ce pouvoir a un prix. En la sauvant, il se condamne lui-même. Ce choix rend ainsi la scène du jeu hyper triste. Sous les yeux de Kairi, il disparaît, s'effaçant doucement comme une ombre. Bon, même si on se doute que dans les prochains opus va avoir un retournement de situation pour ramener le héros à la vie, entre guillemets, comprenez par là le faire revenir pour le ramener au centre de l'histoire, ce choix narratif reste néanmoins une rupture brutale avec les précédents opus, où l'espoir finissait toujours par triompher. Ici, la saga nous confronte à une réalité plus dure. Grandir, c'est aussi apprendre que tout ne peut pas être réparé. Sora ne disparaît pas à cause d'une défaite ou d'une trahison, mais parce qu'il a refusé d'accepter l'inacceptable. Il a fait ce que beaucoup rêveraient de faire, ramener un être cher, quitte à en payer le prix. Mais Kingdom Hearts 3 nous rappelle que certaines choses doivent être acceptées, même si elles sont injustes ou cruelles. Ce destin tragique entre en résonance avec l'évolution de Riku, son opposé. Si Sora incarne la lumière qui refuse la fatalité, Riku a appris à composer avec l'ombre et à assumer les conséquences de ses actes. Dès le deuxième opus, chronologiquement parlant, il comprend qu'il ne peut pas toujours revenir en arrière, et que ses choix laissent des cicatrices. Son parcours repose sur cette prise de conscience, au lieu de fuir ses erreurs, il apprend à vivre avec. Sora, en revanche, n'a jamais eu à affronter une perte irréversible, jusqu'à Kingdom Hearts 3 justement. Ainsi, la conclusion du jeu est plus qu'un simple drame, elle est nécessaire pour tous nos héros. Elle marque un tournant majeur dans l'évolution de Sora, qui doit enfin apprendre la plus grande leçon de sa vie. On ne peut pas toujours gagner. Mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Comme l'illustre le jeu Melody of Memory, Sora continue d'exister à travers les souvenirs et les liens qu'il a créés. C'est un message qui je trouve est assez puissant. Même lorsque nous sommes plus là, les traces que nous laissons derrière nous perdurent. En définitive, Kingdom Hearts nous enseigne que l'acceptation du passé est essentielle pour avancer. Aqua incarne le combat contre les regrets et l'importance du pardon envers soi-même. Sora apprend dans la douleur que même les héros doivent faire face aux conséquences de leurs actes. Et à travers eux, la saga nous rappelle une vérité fondamentale. Lâcher prise ne signifie pas oublier, mais apprendre à avancer avec ce qui a été, sans en être prisonnier. Ce que j'ai voulu vous dire avec toute cette vidéo, c'est que les récits les plus marquants ne sont pas ceux qui nous imposent un message, mais ceux qui nous laissent le ressentir, et Kingdom Hearts en est un parfait exemple. Sous ses airs de conte initiatique, il ne nous donne jamais de réponse toute faite. Il nous plonge dans un voyage où chaque personnage, qu'il soit héros ou antagoniste, cherche sa place. Hésite entre la lumière et les ténèbres, entre l'acceptation et la fuite. Que ce soit Sora, Riku, Roxas, Aqua, Ventus ou que sais-je, tous incarnent à leur manière cette lutte intérieure. Et c'est justement parce que Kingdom Hearts ne nous prend pas par la main qu'il résonne aussi fort. Il ne nous impose jamais une vérité absolue, mais nous laisse tirer nos propres conclusions. Car si vous devriez retenir une seule phrase de toute cette vidéo, c'est que les meilleures histoires sont avant tout les plus subtiles et les plus implicites. Celles qui nous font comprendre la complexité de leur monde sans nous dicter quoi penser, sans être condescendantes ou moralisatrices. Kingdom Hearts ne parle pas seulement de combattre les ténèbres extérieures, mais aussi de celles qui existent en nous. Il évoque la perte, l'amitié, le doute et le fait de se chercher. Alors comment grandir face à l'incertitude et aux défis de la vie? Peut-être en acceptant que nous n'aurons jamais toutes les réponses. En comprenant que douter ne signifie pas forcément être perdu, mais simplement être en train d'avancer. Finalement, grandir, ce n'est pas juste devenir plus fort. C'est avant tout apprendre à affronter ce qui nous dépasse, à accepter nos failles et nos doutes tout en restant fidèle à ce que l'on est. Et après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être ça au fond, accepter de grandir.